il est important pour moi que mon intervention sur le droit des femmes à une protection sociale figure dans cette table ronde qui parle des points d'appui pour développer ce droit. Bien sûr, la question du droit des femmes à une protection sociale aurait pu figurer également dans la table ronde qui parle des obstacles du développement de la protection sociale qui a donc eu lieu hier matin, tant les obstacles sont nombreux pour développer ce droit. Les obstacles sont dus de manière quasiment inévitable dans l'ensemble des pays du monde aux structures sociales patriarcales et à la division sexuelle du travail qui prévaut non seulement dans le mode de production capitaliste, mais également dans d'autres formes d'organisation. Le cantonnement des femmes dans des emplois subalternes, moins qualifiés, plus précaires, à des niveaux de rémunération inférieurs à ceux des hommes, voire en dehors du monde productif reconnu, dans des tâches qui sont rémunérées ou non rémunérées, qui sont souvent qualifiées d'aide familiale, qui sont réalisées souvent dans l'espace privé ou comme assistantes des hommes de la famille, a fait l'objet de luttes continuelles au cours des siècles, que ce soit en Europe ou dans d'autres formes de continents, mais a aussi fait l'objet de formes de soumission à ce qui est semblé être un ordre dominant et inchangeable. Bien souvent, ces activités qui sont qualifiées d'informelles n'ont pas donné lieu à une protection sociale. Il n'est que de voir le statut des emplois domestiques, des nourrices, des assistantes à domicile, où les femmes sont employées dans leur grande majorité, ou encore d'agricultrices qui n'ont obtenu le droit à une protection sociale qu'assez récemment, ou de revendeuses dans des chaînes de revente, etc., qui sont des emplois très féminisés et qui ont tardé, dans le meilleur des cas en France, à être intégrées dans la protection sociale. Et donc c'est souvent en tant que femme au foyer, c'est-à-dire épouse, comme je l'avais dit en boutade, que les femmes peuvent avoir accès à une protection sociale comme un droit dérivé par l'entremise donc de leur époux ou de leur père. Et c'est également, bien sûr, le produit d'une histoire particulière. Je souligne, et je le ressoulignerai probablement encore une ou deux fois, que les obstacles à l'accès à la protection sociale des femmes ne sont pas répartis également dans l'espace social et économique. Bien entendu, sans surprise, les femmes les plus vulnérables sont celles qui appartiennent aux classes sociales et aux groupes d'origine ethnique ou religieuse les plus défavorisés. L'intervention sur la protection sociale des femmes aurait pu également surgir dans la table sur les enjeux, puisque les enjeux sont fondamentaux. Je ne vais pas du tout insister là-dessus, mais il y a des enjeux, comme on l'a vu hier, de nature substantive, c'est-à-dire qui sont des enjeux en eux-mêmes, hein, comme celui de la question de la justice sociale, qui attribue ou attribuerait une vulnérabilité particulière aux femmes. Cette vulnérabilité a été contestée hein, comme étant le produit également de l'histoire et n'étant pas contenue ni dans la nature biologique ni physiologique des femmes. Ceci dit, cette vulnérabilité est d'autant plus forte que le reste de la société, comme je viens de le dire, rend difficile l'accès des femmes à des emplois sûrs, rémunérés, reconnus, et continue à leur attribuer également la grosse partie de la charge de soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants. Donc dans cette condition, oui, il y a une vulnérabilité particulière et elle se répercute dans celle qui est construite, disons, ou renforcée par le manque d'accès à la protection sociale. Donc, choisir, puisque comme je suis partie du comité d'organisation, j'ai pu également choisir d'intervenir dans cette table ronde sur les leviers. C'est d'une importance particulière pour moi. Il s'agit donc de souligner en quoi on peut trouver des alliances vertueuses entre la défense du droit des femmes et l'extension de la protection sociale pour tous et pour tous les peuples, et au sein des peuples, pour tous et pour toutes, puisque voilà, il y a des différences importantes au sein même des peuples. Des alliances vertueuses et des effets de levier considérables, puisque c'est de ça qu'on parle dans cette table ronde, donc sous un angle substantif, mais également sous l'angle un peu utilitariste, qui est à quoi ça sert de s'occuper des femmes dans la protection sociale. Vous remarquez que depuis hier, on n'en a pas énormément parlé, mais bon, je vais essayer de vous convaincre que c'est quand même assez important. Donc la première alliance vertueuse, c'est que le combat pour les droits des femmes va de pair avec celui pour l'extension de la citoyenneté réelle et substantive, c'est-à-dire avec un contenu, je ne suis pas juriste, mais qui ne soit pas uniquement formel, une espèce d'agitation et d'effet de manche en parlant de citoyenneté, qui est un contenu réel, et les droits sociaux sont une des dimensions, bien sûr avec les droits civiques et politiques
du contenu réel de la citoyenneté. La protection sociale, on le montre assez aisément, et dans l'histoire de la protection sociale en France, ça a été vraiment démontré. Et une des conditions d'accès à la citoyenneté, une des conditions d'accès à une sortie de la dépendance, une forme d'indépendance de l'individu, non pas dans un individualisme forcené, mais une capacité de disposer de soi, en fait, de prendre des décisions, d'être doté de droits d'une part, et d'autre part de pouvoir s'assumer, comme je reprends la boutade japonaise, s'assumer sans nécessairement dépendre d'un mari ou d'un homme. Dans les pays arabes, la plupart des pays arabes, la protection sociale est étendue aux femmes pratiquement ad vitam aeternam, en tant que fille ou petite fille, ou même sœur, selon les pays, puisque la femme n'est pas présumée posséder ses propres moyens de survie. Donc ce manque d'autonomie, vous l'imaginez facilement, est au détriment de la construction d'une citoyenneté, et qui bien souvent, quand elle concerne les hommes, quand elle concerne les femmes, concerne également les hommes. Et je prends l'exemple de Cuba très rapidement pour bien montrer que les efforts cubains depuis la révolution cubaine pour construire une protection sociale qui puisse s'étendre aux femmes et aux hommes en leurs droits propres. Alors les femmes qui ne sont pas actives à Cuba, et il y en a pas mal également, possèdent des droits dérivés de leur mari, mais de manière restreinte. Mais l'accès des femmes à une protection sociale en tant que travailleuses, mais également en tant que mères et en tant que participants au travail politique et au travail révolutionnaire, leur a permis également d'accéder à une citoyenneté pleine et entière. L'égalité, c'est un horizon. Il y a une égalité formelle, bien entendu. L'égalité réelle demande encore quelques efforts. Mais il y a un bond énorme qui a été fait dans la construction de la citoyenneté à Cuba, du fait même de l'accès des femmes à une protection sociale. Donc je dirais que les droits sociaux des femmes constituent une frontière à conquérir, dans le sens d'un territoire vers lequel étendre les droits sociaux, au même titre que l'a été la conquête des droits sociaux et des droits civiques et des droits politiques pour les populations asservies et également pour les prolétaires. La deuxième alliance vertueuse, elle réside dans le fait que les mouvements féministes et progressistes ont lutté pour l'extension, puisqu'il y a des féminismes qui ne sont pas progressistes, ont lutté pour l'extension des couvertures sociales aux femmes en tant que travailleuses et sujets de droit, et pour l'incorporation de certains métiers typiquement féminins dans la protection sociale. Donc, quand on regarde l'histoire, en fait, un certain nombre d'ouvrages d'histoire et d'histoire sociale qui ont été écrits sur l'invention de la femme au foyer, le housewifeization, c'est-à-dire la construction de la femme au foyer, on voit qu'il y a des luttes, y compris syndicales, qui ont dû avoir lieu, qui sont déployées dans l'histoire pour ne pas laisser aux femmes l'accès de plein droit à des professions dans un certain nombre de branches, pour précisément les cantonner dans leur rôle de femme au foyer. Donc ces luttes, à contrario, montrent l'importance politique et économique que pouvait représenter l'irruption, ou en tout cas l'installation des femmes dans des professions avec les droits afférents. Ce combat est très loin d'être gagné, donc le combat de la reconnaissance des professions féminines. Je prends un exemple rapidement, un syndicat indien qui s'appelle le syndicat des femmes indépendantes, des femmes employées indépendantes, Self-Employed Women Association, qui regroupe environ 1,7 million d'adhérentes en 2012 et qui a mené un combat sans fléchir depuis 72, donc pas mal d'années, pour d'abord construire des espèces de mutuelles d'assurance, d'assurer par exemple les yeux et les mains des brodeuses à domicile, d'assurer les femmes selon leurs besoins énoncés dans le cadre de ce syndicat, et donc de lutter pour la reconnaissance de petits métiers informels. Je rappelle juste qu'en Inde, plus de 94% de la main-d'œuvre féminine est dans le secteur informel, et donc dans des branches qui peuvent être de la récupération, de la main-d'œuvre manuelle, du portage de briques, enfin tous les tableaux que vous avez. Donc ces combats pour la protection sociale, bien entendu, concernent également les non-femmes, c'est-à-dire éventuellement les hommes employés dans les mêmes branches, et on le voit, peut bénéficier à l'ensemble des travailleurs. La troisième alliance vertueuse, c'est le fait que le travail de protection sociale est très 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 largement féminin. Qu'il s'agisse du travail de prise en charge à domicile
des personnes âgées, handicapées, malades, dépendantes et également des enfants. Donc le care, ce travail de soins, d'attention et de présence, mais également de ces deux formes professionnelles que sont le travail de soins, donc le soin médical et le soin également social dans des institutions, mais également sous sa forme domestique dans les foyers, puisque vous savez que l'absence de services publics ou l'absence d'accessibilité débouche bien souvent également sur une forme de privatisation du travail de soins qui est la forme domestique, qui est en fait en croissance, d'après les chiffres du BIT, qui conduit depuis 2 ou 3 décennies un combat pour précisément étendre la protection sociale aux domestiques. Donc le BIT, je prends donc cet exemple-là, le BIT estime qu'il y a environ 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde. Les travailleurs domestiques sont définis comme des travailleurs qui sont employés par des foyers privés. C'est bien entendu une profession extrêmement féminisée. Environ 81% de ces travailleurs domestiques sont des femmes et 17% sont des migrants, ce qui manifeste le déséquilibre non seulement de richesse, mais également de besoin de rémunérer en fait des soins à domicile et le déséquilibre entre l'offre et la demande à l'échelle du monde. Le surgissement de ces besoins, bien entendu, a à voir avec l'embourgeoisement de classes sociales dans tous les pays du monde. J'ai fait une étude sur le Yémen où c'est également le cas, puisque l'embourgeoisement se manifeste également par le fait que les femmes ne souhaitent plus assumer des tâches domestiques, que les hommes ne s'y collent pas forcément énormément non plus, et donc que l'employée domestique féminine, dans la plupart des cas, est la personne qui prend en charge des tâches que ni l'épouse ni l'époux ne souhaitent assumer. Mais également a beaucoup à voir avec le vieillissement, puisqu'en Europe et dans l'Afrique, en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada en particulier, les employés domestiques sont très très largement mobilisés, utilisés, employés dans des conditions pas toujours très honorables, même souvent un peu abjectes, pour s'occuper des personnes âgées. Donc il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité, le fait d'être une femme, le fait d'être migrante, le fait d'être souvent d'origine ethnique dévalorisée, donc ce qu'on nous on appelle racialisée, et le fait de ne pas avoir de droits sociaux. Pour le BIT, les employés domestiques sont la population professionnelle la plus vulnérable au monde. L'ensemble, c'est le groupe professionnel le moins protégé. Dans aucun pays, je crois, au monde, enfin, ce que j'ai vu et ce que je me souviens avoir étudié quand j'ai fait un travail dessus il y a 2-3 ans, la protection sociale des employés domestiques est de plein droit inscrite dans le droit du travail. C'est toujours une protection dérogatoire. En France, ça s'appelle la charte des particuliers employeurs. Il y a des clauses très dérogatoires en termes de durée de travail hebdomadaire, en termes de rémunération, etc. Et c'est les premières victimes en fait du travail forcé, et c'est également les gens en fait qui s'occupent de plus en plus de nos besoins sociaux et familiaux. Les employés domestiques ne sont pas, bien entendu, les seules personnes qui déploient, comme je l'ai dit, du travail de soins et d'attention aux personnes vulnérables, âgées et dépendantes. Le gros du travail dans les institutions, vous le savez, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, etc., sont également des femmes. Et donc, ce que je voulais souligner ici, c'est que l'effet de levier sur l'amélioration de la protection des personnes, et femmes en particulier, qui prodiguent des soins, que ce soit de manière rémunérée ou non rémunérée, à domicile ou en institution, l'amélioration de la protection sociale de ces personnes-là ne peut que déboucher sur une amélioration des conditions de protection sociale des personnes auxquelles, et donc des familles également, elles prodiguent des soins. Juste pour conclure, parce que je ne vais pas du tout en parler, le 4e levier ou alliance vertueuse, comme je l'ai dit, entre droits des femmes et protection sociale, c'est le fait que de nombreux mouvements féministes sont engagés sur de multiples fronts de défense, non seulement de leurs droits à elles ou eux, mais également de causes. Alors je ne dis pas que c'est ce que les hommes ne le font pas, mais les femmes aussi, et c'est assez rarement souligné. En fait, le masculin neutre est quand même reste le programme par défaut d'une assemblée, y compris comme celle-ci. Donc sont engagés sur multiples fronts de défense de causes telles que l'environnement, l'agriculture, les dépenses publiques, la paix, la justice, etc.
qui constituent des terreaux importants, on l'a vu hier, pour l'amélioration de la sécurité sociale, au sens de sécurité, pas d'institution, des plus vulnérables. Alors, il ne s'agit pas stricto sensu de protection sociale, mais on est bien en revanche dans le registre de réduire les risques divers auxquels les sociétés, et parmi elles les personnes les plus vulnérables, sont exposées, souvent sans protection, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Je vous remercie.